درود بر فرهنگ دوستان عزیز به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Alors, bienvenue à l'association Culture Libre. Aujourd'hui, le 25 avril 2019, on est en 11e année de l'association et jusqu'à maintenant, nous avons eu 122 conférences en thèmes divers et aussi 512 séminaires de la langue persane, sensibilisation à la culture perse, ici à l'association. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Dr Dara Azizi, chirurgien. Dr Azizi, il va parler de 50 années de pratique médico-chirurgicale. Conférence, ça sera en français, mais bien entendu, s'il y a des questions-réponses en persan, c'est possible aussi. Dr Azizi, j'apprécie beaucoup votre présence ici et je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir accepté l'invitation de l'association Culture Libre. Dr Azizi a déjà parlé 2 fois dans notre association. C'était le 28 juillet 2011 et aussi le 29 novembre 2012. Et depuis, on n'a pas eu la chance d'écouter Dr Azizi, mais sûrement nous allons beaucoup profiter ce soir et nous allons beaucoup apprendre de 50 ans de son expérience aujourd'hui. Une petite biographie de Dr Dara Azizi. Dr Dara Azizi est né en 1935 à Qazvin, Iran, d'un père médecin et d'une mère française. Scolarisé à Téhéran jusqu'en 1952. Puis au lycée Lakanal Sceaux jusqu'en 1955. Bachelier puis diplômé d'État de la faculté de médecine de Paris. Retour en Iran, médaillé pour les services rendus au Baloutchistan en tant que chirurgien officier de Sepah-e Behdasht, l'armée de hygiène. Commence ensuite une carrière universitaire à la faculté de médecine de Téhéran, professeur agrégé, Daneshiyar, chef de service. Puis arrive la révolution en Iran. Départ pour la France en 1982. 1 an de travail en tant qu'attaché au CHU de la Pitié-Salpêtrière chez le professeur Mercadier. Et enfin, installation comme chirurgien fonctionnaire d'État en Picardie. Chirurgien-chef à l'hôpital de la Fère, président de CME, Commission médicale. Voilà. Médicale d'établissement. Médecin capitaine des sapeurs-pompiers, diplômé de capacité de médecine de catastrophe à Nancy. Je pense que ça ne marche pas. Il explique plus tard, j'ai à mon actif un certain nombre de livres et articles en résumé, un livre sur idatidose, publié par la faculté de médecine de Téhéran, ainsi qu'un livre de petite chirurgie destiné aux internes et médecins généralistes. Il ajoute encore, je suis à la retraite depuis l'an 2000, ayant atteint la limite d'âge selon la loi française. Depuis, je m'intéresse davantage à la littérature française et la riche littérature persane, et je passe le plus clair de mon temps
à m'exercer aux échecs. Donc, Dr Azizi, il a écrit plusieurs articles et plusieurs livres. Alors, notre prochaine conférence, ça sera au mois de mai. Attention, jeudi le 23 mai, parce que le dernier jeudi du mois de mai, c'est le jour d'Ascension, c'est le jour férié. Donc, exceptionnellement, ça sera jeudi le 23. S'il vous plaît, notez la date. Nous avons un conférencier invité, M. Hadi Khorsandi, qui viendra de Londres, et Dr Shahrukh Mishahi. Je vais envoyer la fiche aux adhérents de l'association, s'il vous plaît, parce que le lieu est limité, la place. Donc, s'il vous plaît, on a besoin d'une confirmation de votre présence, ok, pour le 23 mai. Alors, je voudrais aussi vous présenter ici, nous avons Madame Razieh Radimi. Elle est peintre. Elle a fait ses études en Iran. Je vais lire en persan et après je vous explique en français. فارغ التحصیل کارشناس نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد، هنرهای تجسمی معاصر از سوربن پاریس. 17 سال مشغول به کار هنری، طراحی، نقاشی، عکاسی و در حال حاضر ساکن پاریس هستند. سابقه نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در تهران، اسپانیا و فرانسه. Donc, c'est une jeune dame très talentueuse. Elle est peintre et elle habite Paris. Et bientôt, je pense qu'il y aura des expositions et on pourrait vous inviter. Donc, si vous voulez l'applaudir. Voilà. Donc, je laisse la parole à Dr Dara Azizi, s'il vous plaît. Dans ma longue vie professionnelle, aussi bien en Iran qu'en France, j'ai toujours tout tenté et surtout essayé d'être le plus actif possible. En Iran, à l'université de Téhéran, je faisais partie, ou j'étais membre de plusieurs revues médicales, et en particulier de Tibb Umumi, où j'ai fait paraître un grand nombre d'articles, en particulier sur la thyroïde. Et à l'hôpital Sina, avec le professeur Nassipour, un grand maître, un derviche en particulier, nous nous intéressions surtout aux interventions sur la thyroïde, qui est une intervention particulièrement délicate. De toute façon, j'ai gardé un très bon souvenir de l'Iran. Je suis certes franco-iranien, mais l'Iran et la France constituent pour moi des patries, en ce sens que je les adore tous les deux. D'abord l'Iran, là où qui m'a vu naître, et ensuite la France comme pays d'accueil. Alors, je suis en train de rédiger, j'ai même fini un livre sur la petite chirurgie, ou si vous voulez, les interventions, ça tourne autour des interventions pouvant être réalisées dans les urgences, dans ce qu'on appelle actuellement service ou structure des urgences. De plus en plus, comme vous le savez, on garde très peu les personnes, on les fait venir le matin, 2 heures, 3 heures après, ou même dans l'après-midi, on les libère, on signe leur feuille de sortie, tout ça pour soulager ou économiser des lits. La médecine ou la chirurgie m'ont toujours passionné, et pour commencer, ou pour étayer mes propos, je préfère
me référer à une citation de Marcel Proust qui dit en ces termes: je ne m'inquiétais pas nullement de trouver mon médecin ennuyeux. Cela veut dire que je trouvais non seulement pas les médecins ennuyeux, j'attendais de lui que grâce à un art dont les lois m'échappaient, donc il considère la médecine ou la chirurgie comme un art. Personne habilitée à exercer un métier qui permettait de sauver des vies. Donc c'est considéré comme un art. En tout cas pour Marcel Proust. Et pour bien d'autres personnes aussi. De les lois m'échappaient, il rendit au sujet de ma santé un indiscutable oracle. Oracle, c'est important parce que ça prouve qu'il considère le médecin comme un dieu ou un demi-dieu qui prodigue un service ou dit des choses qu'on peut considérer comme un oracle. Je l'ai exprès souligné, dit Marcel Proust, en consultant mes entrailles. C'est-à-dire celui qui ouvre, qui chauffe, qui explore, qui fait de la laparotomie, c'est-à-dire en explorant les entrailles, il arrive à un diagnostic qui permet de sauver éventuellement une vie. Je dis bien éventuellement, et après je vais vous expliquer pourquoi je parle de l'éventualité, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Ça veut dire celui qui se confie à un chirurgien, il faut vraiment qu'il ait confiance, parce que si par hasard le chirurgien loupe son coup, sans pouvoir parler de iatrogénie, c'est-à-dire créé par la personne du chirurgien, ça peut être considéré comme aléa thérapeutique. Aléa thérapeutique, le chirurgien n'est pas fautif, mais le hasard a voulu que le bonhomme ne sorte pas du bloc opératoire ou éventuellement n'ait pas des suites positives ou salvatrices. Alors, je passe au suivant. Parmi les livres écrits et proposés aux étudiants en médecine, il y avait l'hydatiose, c'est la maladie hydatique. Puisqu'en Iran, il y avait un très grand nombre de cas de kyste hydatique, aussi bien sous sa forme kystique que sous sa forme propagée ou métastatique à tous les corps. Je formule des louanges sur un grand nom, professeur Yahya Had. Certes, il n'a pas rédigé ce livre, mais il m'a chapeauté, et chaque fois que j'ai désiré de réaliser un projet, j'étais persuadé qu'il allait me soutenir. C'était un grand homme, il est décédé récemment, mais il est resté chirurgien pendant très longtemps, il a opéré pendant très longtemps, et vraiment, en France, en tant qu'interne, on l'appelait Yahya. Yahya, en français, ça faisait Yahya. Et Dr Yahya Had, ou Yahya, était connu par des grands maîtres et chefs de service actuels en France. C'est pour ça que j'ai mis Bonezarat au Rahmanaï pour ce Yahya Had. Je reconnais, c'était un grand homme et je lui dois énormément. Le livre, le deuxième livre, le troisième, puisque la théorie était la seconde, le troisième livre, c'est Corée Amélia Yuchek. Sa traduction, c'est en quelque sorte la petite chirurgie, la petite chirurgie. Et c'était surtout destiné à guider les internes, Corvas, en chirurgie et éventuellement des médecins qui auraient voulu pratiquer la petite chirurgie dans le cabinet de consultation. On sait que chaque médecin, à partir du moment où il a le diplôme de médecine, il a le droit de pratiquer des interventions, tout en sachant que ça présente quand même des risques. Et je viens de le dire, risque zéro n'existe pas. Alors, les deux livres ici présentés, ont été adoptés ou acceptés par l'université de Téhéran. Et là, on n'a pas eu beaucoup de ventes à partir du moment où c'était une affaire tout à fait spéciale ou spécialisée, mais le second a été très bien accueilli à Téhéran par les médecins et les internes.
Le même livre, vu que ça pouvait intéresser les internes, j'ai décidé, après été parti à la retraite, d'en faire le même en français. Mais entre il y a 40 ans et maintenant, la médecine a tellement évolué à pas de géant que je ne pouvais pas traduire ou répercuter texto mes propos dans le livre que vous voyez là. Je l'ai intitulé de préférence Le baptême du carabin, puisque en principe c'était destiné au carabin. Le carabin, ça veut dire l'étudiant en médecine. Alors, les notes que j'ai prises tout le long de ma carrière médicale se résument, comme vous le voyez, sur 360 et quelques pages. Ça, c'est une partie de mes notes, une deuxième partie. Mes notes et les photos prises tout le long de mes recherches pour tout un grenier où j'en ai fait un bureau d'études. La suite, s'il vous plaît. Alors, lorsque je parle du progrès de la médecine et de la chirurgie, je tiens à préciser que ce que je faisais il y a 40 ou 50 ou même davantage ne sont plus du tout acceptés actuellement. Même pour quelque chose d'aussi simple que le 4 buts, vous voyez que je ne sais pas si l'année est précisée, en 1967, là il a fait un jeu de mots en disant que le 4 buts a été coupé par l'arrivée du prion. Le prion, c'est l'agent responsable de l'encéphalopathie spongieuse bovine, d'origine bovine. Chez la vache, ça donne la vache folle, et chez les êtres humains, ça peut donner des encéphalopathies. Et le fait que ça soit d'origine animale, ça a incité le gouvernement à faire une loi comme quoi il est absolument recommandé, non pas interdit, mais recommandé de ne pas utiliser ce fil. Ceci prouve un côté positif du progrès de la médecine et de la chirurgie. Je peux avoir un autre sujet. Dans mon livre, je parle bien entendu, à partir du moment où je m'adresse à des internes, je parle des sutures, que ce soit sutures cutanées, que ce soit sutures sous-cutanées, et je l'ai illustré, ce livre a été illustré par des images, des multiples images, de telle sorte que sur les 360 pages de mon livre qui va bientôt sortir, on ne peut pas passer d'une page à l'autre sans avoir vu une ou deux schémas ou figures. Voilà un des schémas qui explique, ça vient de mon livre, comment il faut affronter les berges, comment il faut faire du sous-cutané, c'est-à-dire avec un fil non résorbable sur la surface et un fil résorbable à l'intérieur, de manière à laisser une cicatrice esthétique. Parce que l'esthétique compte maintenant de plus en plus chez les personnes, surtout de la gente féminine. Le suivant, s'il vous plaît. Lorsque je parle de la chirurgie, je note dans mon livre, dans le temps, lorsqu'il y avait un hématome au niveau de la jambe, c'est-à-dire du mollet ou de la cuisse, le chirurgien, pour savoir ce qui se passait à l'intérieur, était obligé d'ouvrir, évacuer l'hématome, ça pouvait soulager, mais le problème c'est qu'il mettait un drap et le malade était hospitalisé pour un certain temps. Actuellement, c'est plus le cas. Si quelqu'un arrive à moi, maintenant je suis à la retraite, mais je suis toujours médecin. Si je devais un jour intervenir, je ferais au préalable des examens d'échographie. Ici, c'est un examen échographique. Et comme vous pouvez remarquer, il y a plusieurs stades. Rodino, c'est un Français qui a
comment dirais-je, classés par plusieurs stades. Il y a stade 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et avec l'échographie, on arrive très facilement à remarquer que, mettons, la suffusion hémorragique, c'est-à-dire l'imprégnation des tissus musculaires, ça c'est les muscles, par le sang, peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir à l'œil nu. L'échographie peut ne pas suffire. On peut éventuellement se permettre de faire un scanner, ça délimite l'hématome ou les contours de l'hématome. On peut faire un examen d'imagerie médicale, IRM, imagerie qui permet de voir les zones nécrosées. L'avantage de IRM au scanner, c'est que le scanner donne une topographie, alors que l'IRM donne les zones qui sont en voie de destruction, c'est-à-dire non viabilisées. On peut voir le suivant, s'il vous plaît. Tout le long de mon parcours, en tant que médecin, en tant que chirurgien, étant donné que j'étais un chirurgien des établissements publics, j'avais dit au directeur et aux instances supérieures qu'en dehors de l'établissement public, j'allais effectuer aucune intervention privée. En Iran, j'étais universitaire, j'étais public, j'étais, comment dirais-je, j'avais un hôpital, j'avais un dispensaire dans le sud de Téhéran, pour ne pas le nommer Salsabil. J'avais énormément de travail. À 7 h du matin, je mettais des chantes à des personnes qui devaient passer leur hémodialyse, à l'hôpital Alvan, pour ne pas le nommer, et je terminais à 10 h du soir dans mon cabinet de consultation avec l'afflux des malades. Je ne pouvais pas faire autrement que de les voir jusqu'au bout. Ceci fait, et je saisis l'occasion pour présenter mes excuses à mes enfants, car je ne les ai pas vus grandir. Il n'y avait pas de vie familiale. Bon, il y avait peut-être d'autres raisons que je cacherai, puisque c'est de la vie privée, mais n'empêche que je travaille énormément dans tous les secteurs, publics ou privés. En France, c'était surtout public. Et pour cela, j'avais accepté, toujours bénévolement, gratuitement, aller dans des collèges et donner des leçons aux élèves, aux infirmières, sur les moyens de préserver la vie, et j'expliquais surtout les gestes qui permettent de te sauver. Alors, pour une fois, alors que habituellement je ne suis pas trop interviewé par les journalistes, mais on m'avait pris en photo et c'était un journal qui me montrait là, à côté d'une infirmière avec laquelle je donnais mes leçons de gestes élémentaires de survie. Tout en... Alors bon, là, c'est les diplômes que j'ai obtenus tout le long. Parce que lorsque vous êtes dans le service public, vous avez le droit, 1 ou 2 mois par an, en plus de vos vacances, de vos congés annuels, d'aller suivre un enseignement. Alors, l'enseignement que j'ai suivi pendant ces quelques années, c'était l'ostéosynthèse, parce qu'à partir du moment où j'étais un chirurgien, certes multidisciplinaire, mais je recevais beaucoup d'accidentés. Avec la technique que j'avais utilisée en Iran, je mettais des enclouages centromédullaires par des clous de Küncher, mettons. Je m'étais rendu que ça ne suffisait pas, il fallait que je me mette à jour. Je remette mes connaissances en action après avoir suivi des cours d'enseignement supérieur. Là, c'est en Suisse, à Genève et à Berne, où je suis allé suivre des cours d'ostéosynthèse, ce que je viens de vous dire. Au lieu que ce soit les clous de Küncher, c'était des clous d'Ao. C'est leur spécialité, c'est la marque en Suisse. Et par la suite, je n'ai utilisé que ça, en France. Les capacités de médecine de catastrophe, je l'ai suivi et eu
mon diplôme à Nancy. Alors, on avait organisé donc des cours de secourisme, de traitement des personnes en état de choc ou accidentées. J'ai participé et j'ai pu avoir mon papier comme quoi, à partir du moment où je sortais avec les sapeurs-pompiers, je vous explique que j'ai été aussi tout le long médecin capitaine des sapeurs-pompiers et c'est un sujet de fierté parce qu'avec les sapeurs-pompiers, on a, je suis persuadé, sauvé un grand nombre de personnes. Et je vais vous montrer un cas où on voit une voiture en très mauvais état. On venait d'avoir un appareil qu'on appelait désincarcération. Les sujets qui étaient enveloppés de bouts de ferraille, de métal, etc., on désincarcérait. Et à partir du moment où le chirurgien que voici était ascensionné, monitorait, ça permettait d'accéder des nœuds, mettait le produit qu'il fallait pour le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Et à l'arrivée à l'hôpital, je les opérais. Donc, dès l'accident jusqu'à la table d'opération, même plus tard, la personne était suivie par moi et grâce à mon certificat de médecine des catastrophes, j'étais couvert et personne ne pouvait me reprocher quoi que ce soit. Je ne sortais pas de la ligne rouge et j'étais dans le cadre légal en quelque sorte. Comme je l'ai noté ici, j'ai aussi un diplôme d'échographie, tout en faisant ma chirurgie, sachant que notre économe, une jeune fille superbe, on va peut-être voir sur un des clichés, allait ma faveur, allait m'acheter un échographe pour mon service de chirurgie. Je suis allé à Amiens suivre des cours d'échographie. Cela me permettait, dès qu'il y avait un malade qui arrivait ou que j'allais le recevoir aux urgences, de pratiquer un examen échographique pour savoir s'il y a, mettons, une lame de sang dans l'intestin, à côté du côlon, ascendant ou descendant, et ça me permettait de faire, au lieu de fonctionner, c'est-à-dire de mettre une aiguille à travers la paroi abdominale pour voir s'il y avait du sang ou pas, l'échographie que je pratiquais sur les malades, tout en étant un chirurgien chef de service, me permettait de voir plus facilement et de suivre l'évolution. Parce que ce qui compte en médecine et en chirurgie, c'est l'évolution. C'est la parabolie en persan. Et grâce à l'échographie, non seulement il y avait bien entendu un échographiste à l'hôpital, mais j'avais aussi l'échographie dans mon service. Je ne vais pas avoir le suivant. Alors, tout le long de ma carrière, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus utiliser les antibiotiques à tort et à travers. À un moment donné, il y avait eu ce qu'on appelait l'épopée des antibiotiques. Tous les ans, on inventait un nouveau, on en découvrait, découvrait un nouveau. Et il y avait un très grand nombre d'antibiotiques qui déferlaient dans le commerce. Il y a eu de l'abus de notre part, de la part de tous les médecins et les chirurgiens, en pensant que c'était le panacée ou le moyen qui permettait de couvrir. Eh bien non, je me suis rendu compte que ceci n'était pas tout à fait vrai, puisqu'on pouvait, à la suite de l'antibiothérapie abusive, voir l'émergence des pyrocyaniques ou des germes de sélection. Lorsque vous donnez trop d'antibiotiques, il y a des germes de sélection qui ne sont plus du tout ou très très peu sensibles aux antibiotiques. Cela commence à se développer et malheureusement, on peut arriver à voir partir le malade avec des septicémies à base de pyrocyaniques ou d'autres agents pathogènes. Alors, à partir du moment où je me suis rendu compte que les antibiotiques utilisés abusivement pouvaient être nocifs, j'ai pensé à faire les antibiotiques avant l'intervention. Et grâce à une jeune fille encore, j'ai toujours de la chance, je tombe sur des jeunes filles qui me comprenaient parfaitement. Mademoiselle Dauphémont s'est associée à moi pour qu'on fasse une étude dans mon service sur les malades opérés en ostéosynthèse, en orthopédie, si vous voulez,
avec une injection d'un céphalosporine de deuxième génération, vous savez les céphalosporines de première génération, deuxième, troisième, etc., qui marchait très bien sur les staphylocoques dorés, les streptocoques et les germes qui présentaient un danger dans les services de chirurgie, surtout d'orthopédie. Alors, bon, à partir du moment où mon article et mon travail devaient être utilisés dans le monde entier par les médecins ou les chirurgiens, on l'a fait en anglais. Alors, je vais évidemment vous le dire en anglais. The risk of post-operative infection seems anticipated. C'est un peu tiré par les cheveux. Et je ne vais pas en faire toute une éloge de ma personne. Alors, on met le suivant. Toujours est-il que donc, azizissance. Alors, j'ai une explication à donner, puisque une fois arrivé sur place, je devais être accepté par la population. C'est un point faible de la France. J'ai dit, je m'appelle Azizi Dara. On a dit, à partir d'aujourd'hui, vous vous appellerez Philippe Azizi. Et dans ce cas-là, je peux même ajouter Sens à mon nom, puisque Azizi Sens, ça vient de ma mère. Azizi de mon père, Sens de ma mère, et Philippe de ma mère, et Dara de mon... Bon, toujours est-il que comme ça, j'ai pu, avec la population, m'entendre. Parce que si j'avais considéré, ou si j'avais été présenté, malheureusement, comme un émigré, comme un étranger, la confiance aurait baissé particulièrement. Alors, j'arrive au problème du progrès fulgurant de la médecine et de la chirurgie. Et maintenant, il y a même l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ça permet surtout pour la sécurité des médicaments, de voir si un médicament contient des adjuvants nocifs ou pas. Vous savez que les journalistes s'intéressent beaucoup aux adjuvants et en particulier dioxyde de titane qu'on met dans des produits pour provoquer une certaine stabilité du médicament. Certes, c'est très intéressant et ça nous fait faire des grands progrès, mais il y a toujours le revers de la médaille, en ce sens que le fait que des dictionnaires de médicaments, en particulier d'orose, soient obligés de tout refaire pour mettre, si, mettons, un anesthésique local contient un adjuvant, quel est le danger de l'adjuvant, ils étaient obligés à le noter. Les prix de ces bouquins ont augmenté, ont été quintuplés, même davantage. Puisque le dernier ouvrage que j'ai acheté pour mon travail coûtait 4 fois plus cher que ce que j'avais acheté il y a 2 ans, pour ne pas le citer, d'Oros. Il est évident qu'un médecin ne peut pas être autrement qu'humaniste. On aime nos malades, en échange, on aimerait bien être apprécié par nos malades. On accepte l'humanisme à partir du moment où on peut tout faire et on peut faire ce qu'on peut en faveur des malades. Il faut qu'on puisse, que le malade nous confie sa personne, nous fasse confiance et qu'on considère comme un être vivant et non pas comme un numéro. Je veux dire par là que tout en faisant un très gros effort pour être compris par nos malades, instaurer une sorte de empathie. Alors j'utilise le mot empathie, il y a sympathie, antipathie, il y a aussi l'empathie. Il faut instaurer une sorte d'empathie entre vous, médecin chirurgien, et le malade. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours très bien compris. Et les malades, pour un oui et un non, de plus en plus, se retournent contre le médecin et les chirurgiens. De telle sorte que la faculté de médecine de Paris a dû mettre des cours de sensibilisation des étudiants pour leur apprendre à se comporter autrement qu'en arrogant, qu'en orgueilleux par rapport aux patients. Et ça, donc c'est relativement récent.
Alors, à partir du moment, toujours par manque de confiance, le nombre de plaintes augmente en France, comme aux États-Unis. D'abord, le pionnier, c'était aux États-Unis, où devant chaque hôpital, il y a une série d'avocats qui accostent les malades en disant « Est-ce que le chirurgien, le médecin a commis une faute ou pas ?» Et si, par hasard ou par malheur, le médecin ou le chirurgien n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, l'avocat porte l'affaire en justice et, résultat, le médecin ou le chirurgien est condamné. Ça se produit également en France à plusieurs reprises. Et pour bien montrer que les chirurgiens étaient des personnes extrêmement sensibles, j'ai eu des confrères à moi qui se sont suicidés à la suite des plaintes. Donc, dans le temps, le nombre de suicides parmi les médecins et les chirurgiens dépassait le nombre de suicides chez les agents de police. Actuellement, c'est l'inverse. Maintenant, c'est les agents de police qui nous dépassent ou qui nous battent. Et ce que vous voyez là, malheureusement, ce n'est pas très clair, mais je vais vous essayer de vous faire connaître les chiffres. Tous les ans, la prime d'assurance que le chirurgien, le médecin, hospitalier ou même privé, devait signer, allait en crescendo, c'est-à-dire augmenter tous les ans. Et là, malheureusement, vous ne voyez pas très bien, parmi les médecins, les chirurgiens les plus exposés, c'était les gynécologues, les anesthésistes, les dermatologues et les ophtalmologues. Il y a un très grand nombre de plaintes contre les ophtalmologues. Il m'a opéré de ma cataracte et j'ai devenu aveugle. Le problème, c'est que le médecin, je connais la personne qui a été opérée, qui est aveugle, le médecin lui aurait dit, mais vous savez madame, votre œil est foutu. Ce mot, votre œil est foutu, il a dit à la patiente, et bien la patiente est allée se plaindre, déposer une plainte. Dans le temps, on n'aurait jamais utilisé ça. Ils auraient dit, si c'était en Iran, c'est Dieu qui l'a voulu. Je me soumets à ma destinée, ainsi de suite. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Vous avez un pépin, la justice, vous prenez un avocat. Et un chiffre invraisemblable. J'ai un papier que je vais vous montrer. Le pauvre médecin anesthésiste, on n'a pas pu le mettre à la porte, on n'a pas pu lui enlever son autorisation, l'ordre des médecins d'exercer, mais on lui a fait monter la prime d'assurance. Actuellement, il a 1,1 million euros par an de prime d'assurance. Bon, je vous parle pas des chirurgiens, des ophtalmologues, etc. Mais c'est absolument ahurissant. Il est évident que le médecin anesthésiste ne va pas continuer dans ces conditions. Si il a payé 1 million et quelques pour sa prime d'assurance, c'est inconcevable de continuer à exercer dans ces conditions. J'ai déjà dit que lorsqu'il y avait une faute de la part de médecin, ça s'appelait iatrogénique, c'est-à-dire provoqué par le médecin, par le chirurgien. Et lorsque on ne pouvait pas apporter la preuve qu'encore le chirurgien, le médecin, a commis cette faute, à ce moment-là, ça s'appelle une aléa thérapeutique. Et depuis la loi de Kirchner 2002, je crois, oui, vous le verrez tout à l'heure, celui qui a un problème d'aléa thérapeutique, c'est-à-dire il est devenu aveugle parce que, bon, le chirurgien peut-être n'a pas fait son boulot correctement, peut aller s'adresser à l'État et demander les indemnisations à l'État français. Le chirurgien, il est blanc comme neige, mais le gouvernement ou l'État, par un organisme, dédommage le patient. Et ça, c'est l'aléa thérapeutique. Si vous regardez Google, les avis de médecins sur les agressions qu'ils ont subies, l'un vous dira que grâce ou par les réseaux sociaux, on me menace, j'aurai ta peau, je vais te buter, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors vous vous rendez compte, le médecin,
il a reçu ou il a refusé peut-être un certificat de compétence, et il va être menacé de mort ou de menacer sa femme, les enfants, et ainsi. Tout le monde passe... bon. Et ceci, malheureusement, de plus en plus. Et grâce à l'ordinateur, grâce à Google, on peut avoir tous ces avis des médecins vis-à-vis de ce problème d'agression verbale ou physique. Le suivant, s'il vous plaît. C'est le même. Le suivant. 18, c'est la droite. Non, non, il est parti. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer, ce sont les ophtalmologues qui ont le plus grand nombre de dépôts de plaintes contre eux. Après, viennent les psychiatres. Vous savez, c'est bien les psychiatres. On dit, alors attention, hein, docteur. Hein, 3%, 2% pour les dermatologues, 2% pour les médecins de la médecine du travail, parce qu'il n'a probablement pas voulu délivrer un certificat d'arrêt de travail de complaisance, et puis j'ai les obstétriciens aussi, c'est 2%. Alors, le problème, c'est que pour les gynécopédiciens, parce que j'étais président de la commission médicale d'établissement à l'affaire, j'allais trouver un gynécologue, je l'amenais, et les gens du coin, je n'avais rien contre l'islam, hein, ils disaient, mais on ne se fera pas examiner par un homme. Alors, où est-ce que voulez-vous que j'aille chercher une femme gynécologue? J'ai laissé tomber le bonhomme, je ne l'ai plus soutenu, je suis allé chercher une femme, puisque en tant que responsable de la commission médicale d'établissement, membre du conseil d'administration, j'avais cette possibilité d'aller chercher un médecin et de ne pas laisser le service vacant. Parce que dès que le service était vacant pendant 1 mois, 2 mois, c'était toujours Bibi à qui on téléphonait à 2h du matin, 3h du matin, il y a une césarienne, il y a un forceps de la mère, il y a une présentation du siège, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, du coup, je préférais qu'il y ait quand même un responsable. Le problème, c'est qu'entre-temps, la restructuration hospitalière, instaurée par les socialistes, faisait en sorte que chaque maternité qui avait moins de 200 accouchements par an, on décrétait qu'on devait fermer. C'est comme ça qu'on a perdu une maternité qui était flambant neuf. On avait dépensé énormément d'argent, c'est-à-dire c'est pas moi mais l'hôpital, pour mettre des couveuses, etc. On n'a pas pu survivre, c'est-à-dire la maternité n'a pas pu survivre, et les gens préféraient accoucher chez eux que d'aller à 30 ou 40 ou 50 km pour se faire accoucher. Bon, alors là c'est toujours des agressions contre les médecins ou les chirurgiens. Plus c'est sombre, plus le nombre d'agressions est élevé. Là je l'ai extrait du Figaro. Ça montre bien que certains endroits, en particulier dans le nord de Paris, hein, on a des chiffres très élevés, et en particulier sur la Côte d'Azur. Bon, je passe au suivant. Alors, on est arrivé à ce point que le ministère de la Santé est intervenu auprès des commissariats de police pour que dans les commissariats de police, il y ait un référent pour un référent pour le médecin. De telle sorte que lorsque vous êtes dans votre cabinet de consultation, malgré le digicode, malgré toutes les possibilités pour voir si la tête du patient vous convient ou pas, si le bonhomme s'amuse à vous agresser, vous appuyez sur un bouton et le référent au niveau de la police arrive en moins de 5 minutes. Et ça, c'est bon. C'est favorable en notre intention, intention des médecins, mais ça prouve ce climat délétère qui arrive dans certaines régions de France, qui existe entre le médecin et le patient qui, pour une raison X ou Y,
et a refusé de fournir soit un certificat, soit pratiquer un traitement, soit éventuellement prescrire un opiacé, parce que les malades maintenant, ils ne se gênent plus. Je veux, mettons, tel produit, on dit mais c'est pas possible, bon, c'est pas moi, parce que je ne fais pas de la médecine générale. Après ma retraite, pourtant j'ai toujours ma carte de conseil de l'ordre des médecins, je suis inscrit au tableau de l'ordre des médecins, mais je ne veux pas pratiquer de médecine, toujours à cause des certificats de complaisance, les prescriptions de divers produits contenant des opiacés, ainsi de suite, ou des dérivés de l'opiacé. C'est pas sûr que ce soit l'opiacé en bonne et due forme. Ben, il y a demain, il y a des gamins qui leur ont failli, c'est équivalent, ainsi de suite, ainsi de suite. Essayez de leur faire comprendre ça aux malades, comme quoi on veut leur bien. Ah, alors là, pour Bruce, c'est quelque chose de très intéressant. Avant de partir à la retraite, je dis bon, je suis chirurgien, j'ai un grand nombre de lits, il y a des malades en fin de vie que j'accepte de soigner, alors qu'en principe, je ne devrais pas les garder dans mon service de chirurgie. Pourquoi? Puisque je suis président de la CME, Commission médicale d'établissement, et membre du conseil d'administration, pourquoi je ne proposais pas 5 lits de mon service de chirurgie pour les consacrer aux soins palliatifs? Soins palliatifs, ça permet aux personnes en fin de vie de mourir dignement. Le mot-clé, c'est la dignité de la personne humaine. Au début, on m'a dit, mais vous êtes chirurgien, de quoi vous mêlez-vous? J'ai dit, mais je suis chirurgien, mais je suis un être humain. Je réfléchis, je me mets à la place de la famille, à la place des malades. Je vous propose ça. Vous acceptez, vous acceptez pas. Il dit, mais dans ce cas-là, qui va prendre la responsabilité du service de soins palliatifs? Il dit, ça ne me dérange pas. À condition que le personnel du service, les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, acceptent de venir s'occuper de mon patient. Si eux, ils acceptent, moi je ne vois aucun inconvénient, je prends la responsabilité. Mais vous savez quelque chose? Je vais m'instruire. Pour cela, je vais aller à un endroit, l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où, bon, je ne vais pas aller passer des heures, mais voir un peu comment ça se goupille, comment ils procèdent, et je vais mettre les mêmes moyens dans mon service, bien entendu des lits spéciaux, ainsi de suite. Et j'ai réussi. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. À partir du moment, dans un service de chirurgie actif, j'ai pu placer un service de soins palliatifs, copié sur l'hôpital Paul Brousse. Le suivant. Bon, évidemment, c'est ce que j'ai mis aussi dans mon livre, à l'adresse des étudiants, en leur disant que d'abord il fallait qu'il y ait une empathie entre le médecin et le patient, il fallait se mettre à la place du patient, faciliter la communication. Il faut se comprendre, il faut comprendre le malade et qu'on fasse en sorte que le malade nous comprenne aussi. Donc faciliter la communication, arborer un sourire. Un médecin fatigué, stressé, ne peut pas sourire, ne peut pas avoir des propos adéquats, Il faut sûrement que le médecin dise, mais c'est pas grave, ça passera, c'est rien, vous allez voir, ça se passera très bien, etc. Tout en sachant que le malade est agonisant. Un mot gentil, ça agit autant qu'un médicament dans le cas de fin de vie. Alors donc attirer sa confiance de son savoir et de son savoir-faire par une renommée, ça laissons tomber. Les meilleurs vecteurs de la renommée du médecin sont les patients eux-mêmes. Le suivant s'il vous plaît. À partir du moment où vous arrivez à établir la confiance entre vous et les patients, ben les patients acceptent de... Bon. Alors, j'ai souvent eu des détracteurs. On m'a dit que je n'aimais pas mon pays. C'est pas vrai.
moi, Dr Dora Azizi, chaque fois que j'ai pu, sans faire de la publicité rageuse, je suis allé parler de l'Iran, de mon beau pays l'Iran, et même les journaux locaux en ont fait, m'ont donné l'honneur de leur première page. Le Dr Azizi est arrivé, elle parlait sur son beau pays l'Iran. Bon, c'est de mon devoir. Ça, c'est un journal de montagne, et ainsi de suite. Bon, on passe au suivant. C'était juste une petite digression pour dire que, tout en étant établi en France, tout en étant accueilli en France, je gardais quand même une partie de mon cœur pour l'Iran. Là, c'est une photo d'un accidenté de la route. On m'a appelé à la dernière minute. Et j'ai expliqué aux sapeurs-pompiers qu'en tant que médecin capitaine de sapeurs-pompiers, j'ai ma carte de médecin capitaine de sapeurs-pompiers, je veux venir, mais vous allez passer un examen. C'est-à-dire, je vais vous donner des notes. Celui qui n'a pas bien fait son travail, à partir du moment où j'ai un diplôme, je serai obligé de le mal noter. Alors, du coup, les journaux ont préféré de parler d'examen départemental, et ce monsieur que vous voyez là, c'est moi. Et ça, c'est une voiture qui est en très mauvais état, avec le volant qui est à l'intérieur. Je voulais simplement voir si on allait extraire l'accidenté correctement, normalement, après avoir désincarcéré, puisqu'il fallait prendre un appareil pour couper la tôle pour sortir le volant. Alors, je considérais ça comme un examen, et ça a été plus ou moins bien reçu. Mais mes chefs supérieurs sapeurs-pompiers m'ont reconnu que j'avais quand même bien agi, puisqu'à partir du moment où il y avait le bâton pour celui qui ne faisait pas bien son travail, il ne pouvait pas faire autrement que de travailler correctement. Le suivant. Ah, alors on arrive toujours à ce progrès de médecine et de la chirurgie. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Actuellement, il y a une loi qui vient d'être promulguée, comme quoi vous allez avoir un dossier. Bon, on l'avait déjà, on savait qu'on avait déjà ce dossier à la Sécu. Mais le pharmacien a aussi l'obligation de connaître les maladies que vous avez contractées et que vous remplir un dossier. Et vous êtes donc, il y a 3 personnes, vous, le pharmacien et la Sécu. Alors, il y a des médecins qui ont accepté ça, et d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Alors, moi qui reçois le cahier de l'ordre des médecins, je vois qu'il y a des pour et des contre. Mais actuellement, ça se fait même presque systématiquement. C'est-à-dire que si vous croyez que la Sécu ou les pharmaciens ne savent pas ce que vous avez, c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours votre nom, et puis la prescription médicamenteuse. Est-ce que je peux avoir le suivant? Bon, alors, ça c'est les 3 parties que je vous ai expliquées. L'assurance maladie, le pharmacien et le patient. Chacun participe à l'élaboration. Bon, il y a aussi le professionnel des établissements de santé, mais ce n'est que 4% à faire un dossier sur votre maladie, un dossier sur vous. C'est fini. Bon, alors, je vais vous demander votre avis. Le livre que je suis en train d'écrire, je l'ai appelé « Le baptême du Karabakh ». Alors, sur la première page, là où je mets, c'est pas ça, ça c'était le livre que j'avais fait en Iran. Le baptême du Karabakh en France. Est-ce que je mets la photo de ces jeunes filles charmantes, plaisantes, avec un beau sourire, ou je mets le chirurgien gâteux et grabataire qui donne l'ordre à l'étudiant de pratiquer ceci ou de ne pas faire cela. Alors, bien entendu, ma préférence va sur cette personne-là. Tout le monde, je suppose. Hein. Le problème, c'est que je ne la connais pas. Alors, si parmi vous, quelqu'un qui connaît cette jeune fille charmante et plaisante,
pour que je puisse avoir son consentement, c'est-à-dire qu'il puisse me donner parce que sinon, si je mets ça sur mon bouquin, demain, je vais risque d'avoir des ennuis. Alors, est-ce que vous la connaissez? Vous devez la connaître. Vous êtes obligé de mettre la même photo, vous ne pouvez pas, il y a des gens qui... Mais je peux mettre un voile islamique, peut-être. Non, mais je veux dire, Madame X, qu'elle s'habille en blanc, elle fait l'affaire, non? Ma femme, allez. Ça soit faisable de prendre la photo et puis faire la recherche sur la photo, c'est faisable. C'est faisable. Et on la trouvera? Oui, on peut photographier. Avec son autorisation d'être sur la couverture de mon livre. Sur moi, et puis le photographe aussi, ou la photographe. Il y en a qui sont même prêts à payer. Mais je crois que c'est possible. C'est possible. Allez, on va faire un essai. Voilà, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme dit bien les acteurs, je vais me pencher en avant. Merci beaucoup, docteur Azizi. Nous avons le temps pour questions-réponses. Ah ben, je peux bien me soumettre. Si vous avez envie. Oui, ben voilà, tout à fait. Hein. J'ai fait mon service militaire en Iran, en tant que chirurgien, diplômé. Je suis allé suivre l'entraînement militaire, comme tout le monde, hein. Tous ceux qui veulent devenir toufions. Je suis sorti de là comme officier de l'armée de l'hygiène. C'est pas des tâches. Alors, notre c'est pas des tâches. N'était pas comme les autres, c'est pas pour aller faire la guerre ou tuer qui que ce soit, c'était pour aller sauver des vies. J'ai débarqué à Zaïdan, sachant que j'allais venir à Zaïdan, on m'avait préparé un service neuf, rutilant. Le bloc opératoire n'avait jamais servi. Les infirmières du bloc opératoire, habillées à l'américaine, en vert, etc., qu'on appelle tunique, etc., pyjama, entre guillemets, m'ont reçu et j'ai commencé les interventions. Si vous passez par Zaïdan et vous allez à l'hôpital Shirohoshid de Zaïdan, Shirohoshid c'est... On connaît bien. Croix-Rouge. La Croix-Rouge, Oui. voilà. Parce que maintenant, le mot islamique, je ne le connais pas. Dès la première intervention jusqu'à la 100e intervention, je suis le seul opérateur, le seul chirurgien. J'ai touché à tout, depuis les ostéosynthèses jusqu'à l'intervention sur le prostate, etc. La reine Farah est venue en visite à Zaïdan. D'abord, elle est passée à l'hôpital Alam de Zaïdan. Je me suis présenté, docteur Azizi, Tiarjor et Monson, Alam de Zaïdan. Bien. On m'a serré la main. Le lendemain, elle va faire la visite à l'hôpital Shirohoshid. C'est toujours vous? J'ai dit oui. Je suis aussi le chirurgien de l'hôpital. Bon. Et à la fin de mon doré, c'est-à-dire de la période de service militaire, j'ai reçu une médaille. Je suppose que je ne le méritais pas, mais j'ai quand même une médaille de séparé Berdoche. Voilà pour mon balutissement. Mais c'est pas tout. C'est que pendant qu'on était, j'étais aussi le responsable du pas de gants, c'est-à-dire en tant que médecin, en tant que chirurgien. Je devais voir des malades. Il y en avait tellement que vous ne pouvez pas les voir à l'hôpital. C'était pas possible. Alors, dans le pas de gants, c'est-à-dire là où en principe il n'y avait que les militaires qui avaient le droit de rentrer, j'ai déclaré qu'à partir de telle date, je vais instaurer mes consultations et je vais recevoir, bonjour, je vais recevoir mes patients. Les patients Balouch, bien entendu, parce que c'était souvent des Balouch. L'officier de là-bas a dit, c'est pas possible, ici c'est un camp militaire, et on n'avait pas le droit de voir des Balouch. J'ai dit, bon, c'est pas compliqué, je vais téléphoner à Paris, non, à Téhéran, et je vais vous dire ce que vous avez dit, et moi j'ai mon point de vue, et
J'insiste. Il a été obligé d'accepter, et je voyais jusqu'à 40-50 malades par jour, après mes opérations du matin. Et ça, c'est le meilleur souvenir que je garde de la mort. Bon. En plus, il y avait les troufions autour de moi. Hein. Les soldats normands. Alors, les soldats normands avaient pour mission de distribuer des toilettes gratuites. Parce que les baluches, vous savez comment ça marche. Ils font un trou, ils se mettent dessus, une fois que c'est rempli, ils couvrent avec du... Ah. Et nous, on leur a construit des toilettes. Et lorsque je suis retourné à Téhéran, il y a eu la révolution islamique, puisque je restais encore 3 ans après la révolution, au début de la révolution islamique. On m'a dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait au Baluchistan? Vous leur avez distribué des toilettes? J'ai dit, non, il n'y avait pas que ça, j'ai aussi pratiqué des interventions chirurgicales. Mais non, vous êtes le superviseur des toilettes. C'est ce que vous me dites, j'accepte. Je ne vais pas vous contredire, je ne sais pas. Je peux dialoguer, mais je ne peux pas... Bon, voilà, un des autres souvenirs. Mais c'est pas tout. C'est parce que je suis descendu jusqu'à Chobahar. Chobahar, ça veut dire 4 printemps. Chobahar. On dit Chobahar. Alors, bon, il y avait Dario Oman, il y avait Khalid Chobahar. J'ai dit, je vais me baigner là-dedans. Il y a des coups, c'est ma vie, il y a des... Bref, il dit, j'ai pas peur, je suis venu jusqu'à chez vous, à Baluchistan, j'ai pas eu peur, c'est pas un coup de sommeil qui va me faire peur. J'ai enlevé tout ce que j'avais, sauf le slip évidemment. J'ai plongé dans la mer, et ce que j'ai vu, au fond, c'était extraordinaire. C'était, on appelle ça homard, en français, hein, pas homard iranien. Alors, bon, malgré que ça risque de pincer, j'en ai attrapé un des homards par le dos, je l'ai sorti, j'ai dit au Baloutch, vous allez me griller ça. Alors le Baloutch, il m'a regardé de travers, il a dit, vous êtes musulman? Il dit, oui. Il a dit, mais vous savez que c'est interdit en islam de manger des crevettes. J'ai dit, bon, je vais le faire moi-même, je répondrai au bon Dieu. Bon. Et ça aussi, c'est un des souvenirs, parce que pourtant le Baloutch, heureusement, bon, c'était mon chauffeur, hein, c'était lui qui m'avait guidé jusqu'à Chobahar. Lorsque je lui ai présenté l'animal tout court, j'ai dit, vous faites bouillir de l'eau et puis jetez ça dans le... Bon. Enfin, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, je l'ai rejeté le homard dans la mer. Voilà encore un autre bon souvenir, évidemment. Tout ça, j'ai des photos. Hein. Ah, oui, j'ai tout un album, et puis comme ça, sur les photos avec Baluchistan. D'ailleurs, au moins, دریاچه هامون دریاچه هامون بین ایران و افغانستان زمان شاه سد زدن که این آب هیرمند بیاد یه جایی جمع بشه که بلوچ‌ها بتونن از اون آب استفاده کنن برای کشاورزی یا کشاورزیشون این حرفا. Déjà sous le Shah, il y avait des problèmes entre les Iraniens et les Afghans, puisque les Afghans utilisaient trop d'eau, et pourtant ils avaient signé un papier comme quoi, moralité comme on dit, qu'on laisserait arriver une certaine somme à une certaine quantité d'eau dans le Hamoun. Et bien, à la fin, vers la fin, d'après ce que j'ai entendu dire, l'eau est utilisée entièrement en Afghanistan, et les Zorbolis de l'Iran, parce qu'il y a aussi un Zorbol, et les Baluches, ils retrouvent un Hamoun proche. Voilà. Oui, puisque vous m'avez posé la question sur le Hamoun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? چطور شما پای ولایتی رو جراحی کردید؟ اگه امروزم بود میکردید؟ ولایتی معاملت خامنه ای دیگه Velayati. Et ça, c'est encore une autre histoire. Bon, c'est un travail d'un médecin. J'étais chirurgien, Voilà. et je suis sorti avec les étudiants en médecine de Téhéran. On est allé à Karach. Pendant qu'on montait à une colline, M. Velayati, qui est devenu par la suite ministre, a glissé, il s'est taillé la main. Alors comment faire? J'avais ni compresse ni rien, mais on était parti comme ça. Heureusement qu'il y avait des leucoplastes. J'ai ma technique, qui est dans mon livre,
qui consiste à plier le leucoplaste dans le sens de la longueur, comme ça, de le mettre de part et d'autre de la plaie, de prendre une aiguille, de passer sur le feu pour ne pas que ça soit trop sale non plus, et de coudre le leucoplaste d'un côté à l'autre, de manière à ce que la plaie se referme avec, c'est ce que j'ai fait pour M. Valayati, mais comment le savez-vous? Vous êtes au courant de bien. Bon, après, par la suite, parce que M. Valayati est venu à Paris, après que je m'étais taillé, c'est-à-dire que j'étais parti de l'Iran, M. Valayati est venu à Paris et m'a invité à un dîner. Ah bon, ça va. Alors j'ai demandé à Marie, j'y vais pas, si je vais à l'ambassade d'Iran, je risque de plus ressortir, etc. Non, non, avec M. Valayati, on risque rien. Bon, j'y suis allé, M. Valayati est là, il m'a reconnu, il m'a serré la main, Dora, parce qu'à ce moment-là c'était Dora, c'était l'ami à Feridoun Azizi, c'était, bon, un Pessalamou, c'était un cousin. Vous vous souvenez de la plaie recousue, sans me faire mal et tout? Très bien. Qui peut vous oublier? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps. ببخشید آیا مثل خلبان ها که لانگاژ و زبان بین المللی دارن تو جراحی هم همینطوره؟ یعنی یه جراح پاکستانی فردا میتونه بیاد تو فرانسه، از فرانسه یکی بره مثلا تو ژاپن و عمل کنه؟ کاملا یه ما بهش میگیم ژارگون مدیکال. voilà. این ژارگون ما آن کمان داریم با بقیه جراحا به این با این تفاوت که ما بیشتر میگیم مثلا فرض کن بیستوری، انگلیسی زمانا بیشتر میگن اسکالپل، یا ما میگیم آپندیسیت، اونا میگن آپندیسایتیس. به هر حال زبان همدیگر میفهمیم. ولی هیچ وقت شماج نخواهیم بود دیگه. نه پنسایی هم که داریم مثلا پنس آلشتده برای هموستاز، پنس کوشره که ما این دفعه تمام پنس همه اسم داریم، پس مایو داریم اینا، اکارتور دو فرابوف داریم که فرانسوی بوده، اکارتور نمیدونم فلان، اینا همه لغت ها بین‌المللی است. Je voulais poser une question concernant la loi promulguée par Bernard Kouchner concernant les doléances des patients, bon, dites aléas thérapeutiques. Oui. Était une bonne loi parce que, donc j'ai bien réfléchi depuis tout à l'heure, ça peut ouvrir enfin une porte vers la nonchalance ou je ne veux pas dire les abus de la part des voilà. patients. Effectivement, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être utile, comme ça peut favoriser le nombre des plaintes et de recours en justice. Le gars qui ne soit pas permis d'attaquer son médecin, avec cette loi d'aléa thérapeutique, peut aller et se faire dédommager. Pourquoi ne pas le faire? Oui, ça, je suis bien d'accord. Donc vous voyez, il y a le pour et le contre. Vous avez bien fait de mettre le doigt sur ce problème délicat qui consiste à vouloir aller dans le sens, parce que c'est ça qui creuse le trou de la Sécu. Actuellement, la France va bientôt friser les 100% du déficit, 100% du produit intérieur brut, PIB. On va bientôt arriver à 100% du PIB. Alors, comment faire? Alors, certains gouvernements, pas celui-là, mais les autres aussi, ont pensé à réduire le nombre des fonctionnaires. On pensait à... C'est pas possible, on ne peut pas aller... La preuve, lorsque vous diminuez le nombre de personnel des hôpitaux, ça finit par donner ce que vous voyez à Sainte-Anne et autres. On dépaye. Une question. Comme ça semble votre conférence, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Ah, j'ai consacré tout un chapitre dans mon livre sur l'euthanasie. Un problème extrêmement délicat. C'est pas parce qu'on est pour l'euthanasie, qu'on est moderne et qu'on est up-to-date. On ne l'est pas. Il faut essayer de convaincre le malade, l'entourage du malade, et de le mettre dans un service de soins palliatifs, de faire un maximum
d'essayer, si c'est un enfant, de lui apporter des clowns, hein, et des gens qui ne demandent pas mieux que d'aller divertir les gosses. Personnellement, à partir du moment où j'ai pour mission de sauver des vies, je ne peux pas me permettre d'euthanasier qui que ce soit. Bon, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas, c'est pas Roland, hein, on fera ce qu'on voudra, mais c'est comme ça. Moi, je ne peux pas admettre le principe. Dans mon livre, j'ai rajouté un chapitre pour ça, sur l'euthanasie. Ça sera un des derniers chapitres, je crois. Vous avez parlé de dignité d'une personne jusqu'à la fin. Il y a des moments que des cas très désespérés, Oui. des cas vraiment... on a eu un cas d'une femme française qui était par une maladie très affectée physiquement et elle demandait que partir parce que physiquement elle devenait très atroce, le visage déjà. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous pensez? Quand vous parlez de dignité d'une personne, la volonté de finir. Bon. maladie de Charles. Il y a l'entourage. Il y avait aussi la maman de garçon qui ne voulait pas laisser son fils se faire euthanasier. Vous êtes au courant de ces histoires qui a duré des mois et des mois, et puis des lois, et des commissions, et des machins, et des films. Un de mes amis, Jean d'échec, avait une femme qui était tellement désespérée qu'elle demandait la mort à chaque fois qu'elle m'envoyait, elle ne pouvait pas me donner, prescrire, je ne sais pas moi, tel produit, pour... Je dis, madame, moi je ne peux pas le faire. Mais si vous voulez vraiment vous tuer, allez sur la tour Eiffel et jetez-vous. Pourquoi voulez-vous que vous m'obligez à participer? Il fallait lui dire d'aller en Belgique ou en Suisse ou dans un autre endroit. Eh bien, précisément, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, vous savez, il y a des pays qui pratiquent ça. En échange, ils vont vous demander une certaine somme. Un jour, j'ai appris qu'elle était morte. Alors, je savais que ça venait. Mais je ne vous le dirai pas. D'accord. Mais j'ai pris pour rien. Bravo. C'était pas moi. Bon, le secret médical fait que motus. Il avait fermé la bouche, pour ne pas dire ma gueule. Voilà, je vous écoute. Docteur? Simplement, à la suite de la réflexion de Mme Merchac, si quelqu'un entre nous, enfin, on a vu les emprunts, les maisons de lettres, ça peut pas être pire que ça, de voir les gens défigurés, qui n'ont pas ni le nez, ni l'oreille, ni rien du tout. Mais quand même, toujours l'espérance de vie, toujours ils veulent être vivants. C'est ça. Exactement, dès que le cassé de la guerre de 14-18, il faut les voir. C'est quelque chose de psychologique, c'est que ces gens, il faut voir comment on peut supporter la situation. Sinon, il n'y a pas pire que les lépreux dans les... À l'hôpital Sina, le professeur Adler avait engagé par la sorte, un infirmier qui n'avait pas de nez ni de maxillaire et qui se mettait un masque. Tout ceci avait été rongé par la lèpre. Je am nu buticele, mate. Dar manișca dumna copșulut. Vedi, na binidos, na facitos. Tam oamenii care sunt am sur. Vedi, posa da sur de luci roba, este tomeș când ești carbi. Va carbi, că va khela cu carbi. Va umidvorul de zemii. Donc il faut raisonner cas par cas, on ne peut pas généraliser. C'est évidemment, on ne peut pas généraliser. Mais n'empêche que celui-là, je l'ai toujours à l'esprit, que vous pouvez vous renseigner, il y a à peu près 40, mettons 10, 60, il y a 60 ans à l'hôpital Sina, il y avait un monsieur qui manquait toutes ces parties-là, qui travaillait de façon acharnée et qui travaillait très bien. Et pour ne pas que les malades sachent pourquoi il avait porté le masque, c'était pour cacher son infirmité. Je pense que c'est toujours très difficile pour un médecin parce que la responsabilité d'un médecin, c'est sauver la vie d'un patient. Donc c'est très difficile. Alors on ne peut pas lui demander d'arrêter la vie. Oui.
Si quelqu'un souffre beaucoup de sa On a ce maladie, qu'il faut pour le calmer. certains- Il y a des produits. Même mettre une morphine, tout ça, ça c'est Oui, non, il y a des produits. Mille merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'association Culture Libre. Vraiment, je pense que c'était une conférence très, très enrichissante. On a beaucoup profité. Merci, merci d'être venu.